Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, en forme. Contente d'être là avec vous ce soir. Merci Nicolas pour cette invitation. Puis je suis très ravie aussi de retrouver Frédéric. J'ai entendu Isaac Getz et qui vous parle d'un exemple en disant, vous savez, il y a un truc qui s'est passé dans un ministère belge et a priori, si on l'a fait dans un ministère belge, tout le monde peut le faire. Ben, c'était mon ministère, donc je suis là pour témoigner avec vous ce soir du fait qu'effectivement, on peut amener du bonheur, même dans un ministère. Et du bonheur au travail dans un ministère. Donc, parler de bonheur et d'amour. Et non, bien que les blagues belges soient quand même très très réputées, n'est-ce pas? Je peux vous assurer qu'on n'a pas du tout légalisé la fumette au matin au ministère, d'accord? Non, c'est que si je suis ici en fait pour vous parler du bonheur au travail, c'est finalement essayer de regarder notre vie, notre réalité, notre quotidien dont nous sommes les héros, mais quelque part avec un autre regard, avec une autre paire de lunettes. Il y a des études très sérieuses qui vraiment investissent dans la mesure de l'impact de ce bonheur au travail. Un salarié heureux est 2 fois moins malade, 6 fois moins absent. Quand vous êtes heureux au travail, vous avez envie d'y aller. Vous n'avez juste pas envie d'être absent. Et puis on travaille sur ces petits absentéismes. Vous savez, le petit absentéisme d'un jour, je me suis pris la tête avec mon boss. Demain, il peut se brosser. J'y vais pas. Hors des questions. C'est un absentéisme qui coûte horriblement cher aux organisations. Un salarié heureux est 9 fois plus loyal. Bah oui, on va pas voir ailleurs si l'herbe est plus verte. On reste juste là où on y est bien. Alors vous avez pléthore d'études pour prouver qu'un salarié heureux est entre 10% à 350% plus productif. Ceci dit, on arrive à trouver quelque part un pic dans cette courbe, dans cette répartition à 30% plus productif. Sur 3 personnes, c'est quand même un équivalent temps plein. Et 55% plus créatif. Bah oui, un problème, c'est pas un problème, c'est juste une source infinie de possibilités de résoudre des problèmes, de solutions. Chiffre qui fait peur. Mais c'est aussi Gallup qui l'établit une fois par an. C'est le coût du désengagement pour les sociétés américaines. 350 milliards de dollars en 2012. Le coût de la démotivation, des grèves, des j'y vais pas, oh bah je vais me mettre en maladie, aïe j'ai mal au dos, je suis vraiment stressé, je commence à vraiment être malade. 350 milliards de dollars de pure perte en productivité. Et nous, quand on fait des restructurations, qu'est-ce qu'on se dit? On dit, bah, on va d'abord supprimer les biscuits avec le café, puis après, on va augmenter le café de 5 cents, et on va résoudre les problèmes financiers de l'organisation comme ça. Ça fait juste une chose, ça fait juste perdre du temps à la machine à café. Donc, est-ce qu'il y a une recette? Bah oui et non. S'il y avait une vraie recette, je pense que je vous parlerais là depuis Lille, ou alors je vous aurais tous invités, et on serait tous en train de parler sur une plage. Je serais très très riche. Il n'y a pas vraiment de recette complètement magique. Ceci dit, il y a une espèce d'équation, qui n'est pas vraiment une équation, je vais vous expliquer pourquoi après, mais qui dit ceci. Toute organisation, quelle qu'elle soit, petite, grande, nationale, internationale, du secteur privé, du secteur public, avec un but lucratif ou pas, toutes ces organisations veulent être performantes. Tout le monde est d'accord avec ça. Le grand problème pour ces organisations, c'est qu'à très très peu d'exceptions près, d'ailleurs on va faire un test, qui s'est réveillé ce matin et s'est dit « Aujourd'hui, je vais être super performant ». Vous me rassurez, vous êtes totalement dans la normalité. Non, non, on ne se réveille pas le matin en disant « Oui, moi je vais être super performant, oui, les 2 points en plus des bits, c'est super, je me sens super motivé, je vais y arriver. » D'accord ? On se lève le matin en disant bah, « Tiens, j'espère que je vais pouvoir passer une bonne journée, j'espère que j'aurai pas trop d'embouteillage, j'espère que la réunion va bien se passer, j'espère que j'ai trouvé une solution à mon problème, j'espère qu'en équipe on va pouvoir bien réfléchir. » On a juste envie d'être heureux parce qu'en plus de ça, on espère le meilleur pour ses enfants, pour ses conjoints, pour ses amis. Et c'est là le grand problème, le grand drame depuis des années, c'est qu'on n'arrivait pas à faire parler finalement ces 2 objectifs, les performances pour l'organisation et le bonheur pour les salariés. Eh bien, on aurait 350 définitions différentes du bonheur, parce que le bonheur, ça nous appartient. Donc, si en tant que directrice des ressources humaines, auto-renommée Chief Happiness Officer, directrice du bonheur, si je veux contribuer au bonheur de mes collaborateurs, il y a une règle que je dois respecter,
c'est le fait de donner de la liberté à mes collaborateurs. La liberté d'aller piocher dans l'organisation les éléments qui vont contribuer à son bonheur. Mais la liberté a aussi ce site particulier, c'est que ma liberté va s'arrêter là où commence la vôtre. Dans ma façon de m'organiser, je ne peux pas vous empêcher de fonctionner. Donc je dois prendre mes responsabilités. Je dois les assumer. Ma responsabilité d'abord par rapport à moi et mes choix, et puis ensuite par rapport à mes collègues, et pas par rapport à mon employeur, ma hiérarchie, mon organisation, c'est tellement loin tout ça. Je vais d'abord être responsable par rapport à mes collègues. Et c'est ainsi qu'on a construit cette espèce d'équation qui est de dire liberté plus responsabilité n'est pas vraiment égal, est plutôt créateur de bonheur pour la personne et de performance pour l'organisation. Parce que si c'était un vrai égal, ça voudrait dire que liberté plus responsabilité moins performance égale bonheur. Et là, j'ai le directeur financier qui me tombe sur le dos. Et puis, quelque part, c'est ce qu'on a fait aussi en Belgique dans ce ministère de la Sécurité sociale. Alors, on avait effectivement un très très gros problème en 2005. C'est qu'on a constaté que sur à peu près 100 000 Belges qui postulent chaque année pour devenir fonctionnaires, il n'y en avait que 17% qui disaient vouloir venir travailler à la sécurité sociale. Parce que non seulement vous devez remplir en fait un CV de 26 pages, bienvenue dans l'administration belge, mais vous devez aussi cocher pour quel ministère vous avez envie de travailler. 17% cochent la sécurité sociale, mais ils cochent aussi tous les autres ministères. Il n'y a personne, sur plus de 100 000 personnes, il n'y a personne qui coche « moi je veux venir travailler au ministère de la Sécu » et nulle part ailleurs. Et on sait qu'entre 2005 et 2015, on perd 40% du staff qui part à la retraite. On s'est dit que si on devait rentrer en compétition par rapport à nos propres collègues des autres ministères, on n'avait pas grand-chose à leur proposer, à toutes ces personnes qui allaient venir travailler chez nous, si ce n'est les mêmes avantages compétitifs. Un job à vie, une pension d'État. Proposer ça à un jeune qui sort de l'UNIF, il ne reste même pas au bout de l'entretien. Et il faut arriver aussi à rentrer en compétition par rapport au secteur privé. Et donc on s'est dit qu'on allait vraiment renverser notre culture. Qu'on allait en fait devenir un ministère qui allait travailler la confiance. Alors là, on est complètement dans un paradoxe total, parce qu'il y a un truc qui est vraiment présent dans l'ADN du fonctionnaire, c'est le contrôle. On est là pour rendre un service qui est juste et équitable, et donc il faut bien s'assurer, et donc bien contrôler que le service est juste et équitable vis-à-vis de tout citoyen belge. Donc, on va passer du contrôle, de l'hyper-contrôle, à la confiance a priori. Et on va profiter d'un déménagement pour revoir toute notre organisation. Et donc, on revient sur le constat de se dire, on travaille avec des adultes, et donc cet adulte, on va lui permettre de décider, lui en tant qu'adulte, où, quand et comment il va travailler et vivre. Terminer, en quelque sorte, de l'obliger d'être là 8h30 du matin et de faire une file devant la pointeuse, et puis de penser qu'il doit rester 7h34, et donc d'anticiper la file à la pointeuse à la sortie. Donc si je suis libre de m'organiser, ça veut dire que j'ai fixé mes objectifs avec mon équipe. Terminer, le chef qui fixe les objectifs individuels de chacun. Ça fait des vacances à la hiérarchie, c'est incroyable. Et surtout, ça augmente le niveau d'engagement de façon phénoménale. Donc si je veux pouvoir faire ça, ça veut dire que j'ai plus de chef en fait. Mais j'ai des leaders. Et le leader, c'est quoi? C'est la personne qui va communiquer la vision. Si possible de façon inspirante. Ça, c'est pas gagné tous les jours. Hein. Mais en tout cas, on communique une vision. Et en tant que leader, la confiance ne veut pas dire pas de contrôle, mais en tout cas, on va monitorer les résultats. Sur 3 piliers. Le pilier de la qualité, de la quantité et de l'attitude. Et hors de question d'oublier un pilier. Parce que imaginez, vous allez délivrer des résultats en quantité et en qualité. Vous êtes la star du plateau, vous avez un coup comme ça. On ne peut rien vous dire, vous êtes détestable, vous ne partagez pas l'information, mais vous délivrez de la quantité et de la qualité, ben vous êtes un sacré problème pour votre équipe. Donc ça ne va pas. Vous délivrez de la qualité, vos dossiers sont top nickel. Il n'y a pas une erreur dans le calcul des impôts. C'est top. Vous êtes super sympa, vous amenez un gâteau à votre anniversaire, vous dites bonjour à tout le monde. Mais malheureusement, et c'est pas, en l'occurrence, c'est pas chez nous que les impôts sont calculés, mais il y a que la moitié des impôts de la ville dont vous vous occupez qui sont calculés. Ça reste quand même un petit problème. Peut-être pas pour les citoyens en l'occurrence, mais ça restera un problème pour le gouvernement.
Donc ça ne va pas. Et si vous délivrez la quantité, vous êtes super sympa, mais que la qualité n'y est pas, vous êtes un vrai problème aussi pour vos clients, pour votre équipe. Quantité, qualité, attitude, c'est pas compliqué. Hein. On passe des heures en début d'année à faire des objectifs SMART. Vous connaissez ces objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, avec une trace dans le temps, et si possible, tough, donc un peu dur. Et on passe autant de temps en fin d'année à dire « Ah oui, mais enfin, la façon dont on a défini les objectifs SMART, en fait, c'est un peu stupide. Hein. Parce que tu as vu, il y a ça qui est arrivé, il y a ça qui est arrivé. » Quand on le fait, parce qu'il y a tellement d'événements. Donc arrêtez avec les objectifs SMART. Je suis désolée pour tous les DRH dans la salle. Arrêtez. Demandez juste à vos collaborateurs, à vos managers, à vos leaders, à vos équipes de définir des objectifs juste en termes de quantité, qualité, attitude par rapport aux clients, par rapport aux bénéficiaires du service. Parce qu'en plus, si on se rend compte qu'il y a 0 bénéficiaire du service, ben, tant qu'à faire, autant arrêter de le faire et faire autre chose qui soit vraiment utile. En fait, que je vais devoir développer dans l'organisation des tas de choses, des tas de comportements, des tas de compétences dont on n'a jamais entendu parler dans l'administration publique. Le courage, la compassion, célébrer la diversité, permettre le droit à l'erreur. Parce que ça aussi, si je veux prendre ma responsabilité, il faut que je sache que je peux me tromper. C'est acceptable et accepté. Mais une fois, voire 2 fois. 3e fois, ça commence à devenir grave. Et alors là, je suis arrivée avec des donnes douces. J'aurais dit, écoutez, cher manager, je vais vous faire des vacances aussi à nouveau. Arrêtez de motiver vos équipes. Arrêtez de motiver vos gens. C'est juste un gros bullshit RH. D'accord ? Arrêtez, ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut vous motiver. Ben, c'est vous-même. Il n'y a que vous qui savez ce qui vous fait sortir du lit le matin. Votre boss ne le sait pas. Sauf si vous dormez avec votre boss. Mais ce n'est pas garanti non plus. Ça n'arrive pas à tout le monde. Heureusement. Par contre, faites-moi plaisir. Faites confiance. Don't motivate, trust. Arrêtez de motiver, mais faites confiance. Parce que si vous faites confiance à vos collaborateurs, si vous leur faites ce cadeau, ils vont trouver la motivation. La motivation pour oser, la motivation pour imaginer, la motivation pour tester des choses. Arrêtez de gérer, aimer. La vie au travail, ce ne sont pas que des process, ce ne sont pas que des indicateurs de performance. Nos collaborateurs, on les fréquente au moins, en général, 8 heures par jour. On a furieusement intérêt à apprendre à les aimer. Hein. Parce que sinon, il y en a qu'on va écraser contre le mur. Et pas spécialement gentiment. Et parfois aussi, mon fils, il me sort partout les pores de la peau. Pourtant, je ne démissionne pas le soir, je ne le licencie pas, sauf peut-être dans son lit, le temps d'une nuit, mais je le retrouve le lendemain matin et j'ai plaisir à le retrouver. Donc il faut que j'apprenne à développer quelque part la même relation avec mes collaborateurs, avec les personnes de mon équipe. Et très rapidement, ça peut se traduire quelque part par ne faites jamais à vos collaborateurs ce que vous ne feriez pas à vos amis ou à vos enfants ou à votre conjoint. Et ça remet beaucoup de choses en perspective. 3e, donne 12, il y en a 5. Don't think, c'est super facile, on est des fonctionnaires, donc normalement on ne réfléchit pas. Think green, pensez vert. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on va prendre comme décision, prenons-le avec une orientation de développement durable et de responsabilité sociétale. Mais pas pour le plaisir du marketing, de toute façon on s'en fiche, on n'a rien à vendre, nous. Vous savez, le ministère de la Sécurité sociale, c'est 3 métiers. C'est payer des allocations aux personnes avec un handicap ou aux victimes de guerre. Et donc, en général, on est malheureusement détesté parce que les personnes nous critiquent souvent en disant « mais je ne suis pas reconnue à mon bon haut, assez haut en termes de handicap et donc je ne touche pas assez par mois ». On est détesté parce qu'on envoie des contrôleurs sociaux dans l'organisation voir si vous payez bien vos taxes sociales et qu'il n'y a pas de fraude. C'est très très rare qu'on ouvre la porte en disant « Ah, bonjour monsieur le contrôleur, je vous en prie, rentrez, vous voulez un petit café, ça va bien ce week-end ?» On est juste détesté. Et il y a une frange de la population chez nous qui passe au bleu, qui sont ceux qui vont définir les politiques en matière de sécurité sociale et les stratégies. Donc tout ça, tout le monde s'en fiche. C'est beaucoup trop loin, c'est trop haut. Et donc, tout ce qu'on essaye de faire, on n'a pas de marketing à faire, mais on essaye de le faire avec du cœur, avec cette conscience que l'on a un impact sur la société. Et quelque part, on est beau, on va être fonctionnaire, c'est vrai qu'on ne travaille peut-être pas, vous n'avez pas l'impression qu'on travaille, pourtant on travaille dur, beaucoup, souvent, tard. Mais on essaye surtout de trouver et d'avoir du plaisir dans ce que l'on fait. J'ai lancé des workshops tout bêtes, qui s'appellent My Energy.
mon énergie. Comme ça mettait à nouveau les francophones et les néerlandophones d'accord. Et on demandait aux personnes, mais qu'est-ce qui vous donne de l'énergie au travail? Ça, c'était super, parce que ça posait la note positive. Mais on leur demandait surtout, mais qu'est-ce qui vous pompe de l'énergie au travail? Et on leur disait, mais clairement, et pardonnez-moi le langage, mais qu'est-ce qui vous emmerde? Qu'est-ce qui ne va pas? Dites-le nous. C'est comme ça qu'on va pouvoir améliorer les choses et pouvoir simplifier et pouvoir agir là où il faut agir. Rendez-vous compte, c'est dans un atelier comme celui-là que j'ai compris pourquoi mes gestionnaires de dossiers francophones étaient si déprimés tous les mois. Quand on envoyait les instructions de paix, les Flamands le faisaient par email. Les francophones devaient tout imprimer, signer. Il y avait une personne assermentée, un transporteur assermenté qui venait chercher les documents qui étaient cachetés pour les emmener aux gestionnaires de dossiers de l'autre côté francophones. Même service, deux règles. De l'autre côté, le service au niveau du ministère de Finances ne se parlait pas. Les francophones n'avaient pas capté que depuis 1991, la façon de fonctionner avait évolué. Et ça continuait. Voilà. Don't work, have fun, c'est ça. Et puis le dernier, don't complain, innovate. Ça marche super avec les syndicats. Vraiment. Ils m'énervaient tellement que je leur ai dit, maintenant ça suffit. Vous allez devenir force vous allez arrêter d'être force de contestation, vous allez devenir force de proposition. Ils m'ont dit, mais c'est pas légal. Et ok. On remet le point à l'agenda de la fois prochaine, vous me trouvez l'article de loi qui me dit que vous êtes force de contestation. À la réunion suivante, j'ai dit alors, ah ben on l'a pas trouvé. Mais on n'a pas trouvé non plus qu'on était force de proposition. J'ai dit ok, alors imaginez, je suis votre mari, vous êtes la femme, on est un couple, c'est la Saint-Valentin. Vous êtes la femme, donc vous imaginez que moi, Marie, je vais tout de suite penser au bon cadeau, de la bonne couleur, de la bonne taille, dans le bon magasin, avec la bonne odeur et tout. Problème, moi je suis le mari. Je sais que c'est la Saint-Valentin qu'il va falloir que je fasse quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Si vous me dites, moi, Marie, ce que vous voulez, mais ça va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus efficace. Si je peux pas, je vous le dirai. Si je peux, je vous le dirai aussi. Donc voilà. J'aurais dit, et si vous faites ça, je m'engage à un truc, c'est qu'un point ne reviendra plus jamais plus de 3 fois à l'agenda. En 3 réunions, le point doit être évacué. Soit il est résolu, soit on arrête de se plaindre en se disant, tant que la loi est la loi, que la Belgique est la Belgique, on ne va rien changer à tout ça. Et donc on a passé de réunions de 3h30 à des réunions de 40 minutes, où on co-alimentait l'agenda. Et on travaillait vraiment sur des éléments extrêmement sérieux. Et ça ne veut pas dire qu'en 3 fois tout est fait, ça veut dire qu'on fait des groupes de travail, mais quand on est 32 autour de la table, et quand une fois j'avais fait le calcul de ce que ça coûtait la réunion en coût salarial, et c'était mon premier slide. Vous voyez le genre de truc que je fais, donc c'était tout noir avec un gros chiffre, et j'aurais dit, vous savez ce que c'est? Ça a un budget en plus? Non, c'est le coût de la réunion qui va commencer. On peut se mettre à travailler? Ce qu'il faut faire, c'est par niveau qu'on attaque. D'abord, c'est augmenter le niveau de conscience de l'importance du bonheur au travail. C'est ce que j'ai essayé de faire ce soir avec vous. Et puis, c'est déjà de permettre aux collaborateurs d'être heureux. Combien de fois est-ce que je n'entends pas les patrons me dire « Mais vous savez, ils ne sont pas là pour être heureux, ils sont là pour travailler. » Si, ils peuvent être heureux aussi. Et puis, ce qui est encore mieux, c'est de rendre heureux, de contribuer de créer les conditions pour. Et c'est pourquoi? C'est pour atteindre un succès, mais ensemble. Les deux parties du contrat de travail sont bénéficiaires d'une telle politique. Liberté plus responsabilité est créateur de bonheur et de performance. On a créé une communauté des happy organisations à l'occasion et ça a eu lieu la semaine passée, la 2e journée internationale du bonheur, c'est la première l'année passée. On a plus de 100 organisations en Belgique, c'est plus de 1000 leaders, c'est plus de 380 000 salariés dont les patrons sont conscients de l'importance de leur bonheur au travail. J'espère que ça pourra rayonner chez vous aussi, parce que n'oubliez pas, le bonheur, c'est la seule chose qui se dédouble si on la partage. Donc soyez heureux, rayonnez de bonheur autour de vous. C'est tellement important.